Salut, c'est Jean-Marc. Alors, dans cette vidéo, on va parler de blessures. Quelles sont les blessures qui sont évitables ou inévitables? C'est un sujet récurrent qui revient souvent en course à pied, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés. Donc, si tu as l'impression que je regarde vers le bas, j'ai des notes quelque part par là, mais c'est surtout que je regarde ma tête. Donc, et puis je regarde s'il y a des questions qui sont posées lors du direct, au cas où, et quelqu'un qui me regarde en direct. Alors, ne te fais pas de soucis si je ne regarde pas directement la caméra. Donc, quelles sont les blessures? Sont-elles évitables, inévitables? C'est un sujet, c'est un des thèmes qui a été abordé dans mon premier cours de préparateur physique, hein, que je suis en train de préparer. Je t'en dis plus après. Et c'était une question qui revenait pour savoir si un entraîneur, un coach, un préparateur physique, dans ce cas-là, peut prévoir des blessures ou pas. Alors, il faut savoir que tous les runners sont concernés. Il n'y a pas de niveau, de potentiel de niveau. Les statistiques et les études terrain le montrent. Hein. Il y a même une étude qui fait d'ailleurs référence, qui date des années 2000, ou même juste avant, je crois, et qui annonce que 70% des runners connaissent la blessure durant la saison ou durant leur carrière de coureur. Et d'autres statistiques, il y a aussi d'autres statistiques qui montrent qu'il y a une pratique régulière, mais non intensive, donc ça peut être 2-3 entraînements par semaine, engendre un risque annuel de blessure compris entre 37 et 56%, 36, 56, 70. Les pourcentages sont élevés et ces blessures ont pour conséquence une limitation de la cessation ou de la pratique sportive, donc un arrêt total dans 30 à 90% des cas. Ça entraîne aussi une consultation médicale et un traitement dans 20 à 70% des cas. Je regarde mes notes. Et un arrêt de travail dans des 0 à 5%. Donc, quelle que soit l'étude que tu prends en compte, tu constates que le pourcentage des blessés est très important, même trop important. Et pourtant, le running a évolué. Tu as les chaussures qui ont de nouvelles technologies, pour plus de confort, pour plus de sécurité aussi. Tu as les montres GPS qui te font croire que tu peux avoir affaire à un entraîneur, donc, qui est un coach, et donc ça t'annonce normalement, le coach virtuel doit t'annoncer si tu es dans le bon cadre de ton entraînement ou pas. Pourtant, les blessés sont toujours aussi nombreux. Tu peux déjà aussi t'enlever de la tête que si que plus on court, plus on se blesse. Ça, c'est une question, c'est pas une question qui revient souvent, mais c'est souvent on dit ça. Bon, si je passe à 3 entraînements par semaine, à 4, tout ça, ou à 5, j'ai plus de chances de me blesser. C'est tout à fait faux. Donc, cette idée-là, tu peux te l'enlever de la tête. Ensuite, on va d'abord répondre à cette question. Moi, j'ai mis une idée sur pourquoi beaucoup de coureurs se blessent. J'ai été souvent blessé aussi, donc je sais pourquoi. Et je vais d'abord répondre à cette question. Quelles sont les blessures évitables et quelles sont les blessures inévitables? Parce que tu vois, le rôle d'un entraîneur, d'un coach, d'un préparateur physique, c'est justement de mettre en place des actions pour prévenir et éviter au maximum les blessures. Parce que s'il y a blessure, il y a forcément un arrêt d'arrière ou un ralentissement d'activité physique ou sportive. Et du coup, on va diminuer ou plutôt ralentir la progression. Donc, il y a deux sortes de blessures. Les blessures inévitables et les blessures évitables. En tant qu'entraîneur, je ne peux rien faire contre les blessures inévitables. Alors, tu vas me dire lesquelles c'est. Dans les situations où la collision peut rentrer à haute intensité et combinée aussi avec une position où l'articulation est vulnérable, les blessures ne sont guère évitables. Je pense notamment au sport de contact, football, rugby, football américain, hockey sur glace, handball, basket, tu vois, tous ces sports-là font que on ne peut rien faire s'il y a collision, s'il y a choc, ça fait, on va dire, fait partie du destin, mais on ne peut rien faire, on n'y peut rien du tout, sauf prévenir un petit peu avec justement du renforcement musculaire pour donner des muscles plus gros et des tendons plus importants qui vont résister mieux au choc. En revanche, si la blessure se produit par un exercice, on va dire, basique, ça peut être une accélération, un sprint pour aller chercher un ballon, pour les sports collectifs, atterrir après un saut, courir tout simplement, faire de la vitesse, des séances de fractionné, tout ça. Là, il est probable qu'un bon conditionnement physique puisse prévenir justement des blessures. Et là où je veux en venir, c'est simplement que les blessures en course à pied peuvent être évitées à 99% des cas. À condition de faire ce qu'il faut pour et d'éviter des comportements à risque. Alors, des comportements à risque, je vais t'en donner quelques-uns, comme augmenter par exemple soudainement le kilométrage de la semaine. Vouloir passer de 20 km par semaine à 50 km les semaines suivantes,
ça part certes d'une augmentation, c'est possible, mais il ne faut pas y aller subitement. Tu dois prendre ton temps et augmenter graduellement ton kilométrage. Des études ont montré que justement cette augmentation rapide et brusque d'un kilométrage, ou alors on rajoute, on passe de 2, 3 entraînements par semaine à 5, 6 la semaine suivante, c'est un risque de blessure parce que ton corps n'a pas le temps de se préparer. Bonjour Ombre Blanche, bienvenue, donc merci pour ton message. Te concernant, taninothérapie suite à micro-déchirure des ischios, ce serait intéressant que tu me dises justement à quoi tu penses que c'est dû cette blessure-là, parce que c'est toujours intéressant de voir les causes, c'est surtout les causes qu'il faut rechercher. Petit aparté, ce sont toujours les causes qu'il faut aller chercher, parce qu'en fait, si tu reproduis les mêmes erreurs à l'entraînement, si tu refais toujours le même type d'entraînement et que tu t'es blessé, eh ben c'est que tu as de grandes chances de te reblesser dans un mois, 2 mois ou même dans quelques semaines. Donc, c'est très intéressant, c'est très, très important d'aller chercher les causes. Toujours chercher les causes du pourquoi. C'est comme quand tu fais du contre-performance, chercher les causes. Ensuite, donc, dans le même style d'augmenter intensivement comme ça son entraînement, on peut vouloir participer à un marathon ou à un trail après seulement quelques mois de pratique. Ça se voit aussi régulièrement. Ça peut arriver, donc ça, ce n'est pas très bon de le faire comme ça. Les coureurs chevronnés aussi, également, ne sont pas à l'abri. Je pense aux trailers, par exemple. Il n'est pas rare de voir passer des trailers qui font des trails habituellement sur 50, 60 km, de les voir passer à un ultra trail l'année suivante avec 150 km en moyenne en distance. Donc, là aussi, la marche est trop haute et il y a de grandes chances de se casser la gueule dans l'escalier. C'est un peu comme si tu faisais une ascension, en fait. Tu as deux choix quand tu fais une ascension, quand tu vas monter au sommet d'une montagne. Soit tu prends les lacets et tu prends les virages, donc la pente est douce, pardon, tu vas faire plus de kilométrage, certes, ça c'est sûr, plus, ça va durer plus longtemps, mais tu vas te fatiguer moins et tu as moins de chances de blesser. Soit tu prends la pente brusque, c'est-à-dire tu traces une ligne droite du bas en haut du sommet et donc tu vas tout droit, donc là, distance plus courte, mais beaucoup plus raide, et c'est là que tu vas te fatiguer beaucoup plus et que tu risques justement de te blesser. Donc attention à cela aussi. Alors maintenant, je vais te donner un autre comportement risque. Croire qu'il suffit de chausser ses chaussures, de faire ses lacets et d'aller courir, se croire invincible ou incassable. Du coup, très souvent, ces coureurs-là ont tendance à négliger le b.a.-ba de la course à pied, comme courir principalement en endurance ou éviter d'enchaîner plusieurs sorties difficiles. Mais pour moi, là, tu vois, ce n'est pas le préjudiciable. C'est dans le comportement, en fait. Ils pensent tout savoir, tout maîtriser, et ils n'écoutent pas les conseils d'un entraîneur ou d'une personne qui a beaucoup plus d'expérience qu'eux. Ils n'appliquent pas, en fait, les grands principes de la course à pied que je rabâche régulièrement à longueur d'email. À la rigueur, là, si c'est des fortes têtes, j'ai envie de dire, bien fait pour eux. Mais bon, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas me réjouir quand quelqu'un se blesse en course à pied. Surtout, comme je viens de te le montrer, les blessures peuvent être évitées dans 99% des cas. Alors, on va parler, je te fais un petit briefing parce que je reçois des commentaires, mauvais échauffement, blanche ombre, je vais en parler tout de suite, l'échauffement, ça va suivre. Pour mon nez, j'ai des douleurs de tendons dès le premier kilomètre, malgré les semelles orthopédiques et le changement de basket. Je vais y répondre également après. Et du coup, je vais continuer là-dessus sur l'échauffement. Je vais y revenir justement. Donc là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire à la suite des commentaires que j'ai reçus. Donc, tu as peut-être été déjà blessé ou tu as peur que cela t'arrive. En tout cas, tu connais certainement un ou plusieurs blessés. Là, dans les commentaires, il y en a déjà 2. Sinon, c'est que tu vis sur une autre planète et c'est impossible. C'est impossible que tu ne connaisses pas quelqu'un qui est blessé avec les statistiques que j'ai fait. Donc, si cela t'intéresse, j'ai pour toi le pack des indispensables. Alors, attention, tu vas recevoir 2 livres papier chez toi. Le premier, il te donne tes 5 allures de coureur. Parce que courir à la bonne allure, c'est très important. Et beaucoup de coureurs ne connaissent pas leur allure. C'est une erreur très fréquente. Soit on court trop vite, soit trop lentement. Ce n'est jamais facile de savoir réellement. Et surtout, si tu te compares aux autres. Alors, avec ce premier livre, tu vas savoir vraiment quelles allures te sont les plus profitables. Et je te donne également une méthode facile, mais efficace pour connaître ces allures qui te sont personnelles. Dans le deuxième livre, je te parle échauffement. Il y a 3 étapes indispensables, mais elles sont simples à connaître pour un bon échauffement de coureur, ce que 90% des coureurs ne font pas. Faire un simple footing de 20 ou 30 minutes de fractionné est largement insuffisant.
Alors, ces livres, ils font partie de la partie immergée de l'iceberg. Si tu en as déjà un, si tu en as déjà un, je le remplace par un autre. Il se cache beaucoup de choses dans ce pack des indispensables. Mais je reviens sur l'échauffement. Alors, l'échauffement, c'est très, très important de voir comment le faire et comment le réaliser. Je vois beaucoup d'erreurs qui sont commises sur l'échauffement. Par exemple, j'ai assisté à une course sur 10 km, j'ai tendance à souvent la dire, et je m'aperçois que 90% des coureurs ne font pas l'échauffement. Il y a 3 étapes qui sont indispensables. La première partie, c'est courir en endurance, tout simplement. La deuxième partie, ce sont des exercices techniques à réaliser. Et la troisième partie, ce sont des accélérations progressives également à réaliser. Mais ça, j'en parle beaucoup plus dans le pack des indispensables. Ensuite, ces 2 livres, voilà, ce que j'avais à te dire, très important aussi, ne regarde pas le lien que je t'ai mis dans les commentaires, hein, parce qu'il y a quelque chose de très important avant la fin, c'est de appliquer les conseils que tu vas rencontrer. Si tu vas pour juste lire et dire je sais maintenant ou je savais ça, ça ne sert strictement à rien. Il faut bien sûr appliquer les conseils qu'on y trouve, faire le test que je te propose de faire pour connaître tes erreurs de course. C'est un test rapide hein, qui se fait en une seule séance, que tu peux reproduire régulièrement, pas à l'infini, pas toutes les semaines, mais 2-3 fois de l'année pour savoir où c'est que tu en es et adapter ainsi tes entraînements. C'est très très important de le faire comme cela. Donc, je vais répondre maintenant aux questions. Donc, mon relevé échauffement, j'ai répondu. Pour Mounir, donc, effectivement, alors, les tendons d'Achille, les douleurs de tendons, tu as changé tes semelles orthopédiques et le changement de basket. Alors, attention, ça peut venir également du drop de ta chaussure. Donc, le drop de ta chaussure, c'est le différentiel entre la hauteur talon et la hauteur bout du pied. Donc là, s'il est bas et que tu n'as pas l'habitude de courir avec des drops bas, c'est-à-dire un drop pas de 0 forcément, parce que là on a les chaussures minimalistes, mais plutôt un drop de 4-6, on est déjà dans un drop intermédiaire. Très souvent, les chaussures de running ont un drop de 10-12. Donc vérifie le drop de ta chaussure pour voir où c'est que tu peux, où c'est que tu en es, et savoir si par rapport à tes anciennes baskets, tu n'as pas un différentiel trop important. Également, les douleurs au tendon d'Achille, ça va dépendre de tes entraînements. Si tu as justement eu, comme je l'ai dit au tout départ, tu es passé de 20 km par semaine à 40 la semaine suivante, physiquement, ça ne suit pas. Et c'est peut-être tes tendons, ton corps te met une alerte sur tes tendons d'Achille. Ça aurait pu être un autre muscle ou un autre tendon, mais il te met cette douleur, en fait, il te met une alerte à ce niveau-là. Ça peut être très bien aussi des séances de fractionnés trop rapprochées ou trop intenses, des entraînements trop intensifs. Là, c'est pareil, il y a plusieurs pistes. Ça ne vient pas forcément des chaussures ou de mauvais positionnement des pieds. Il y a plusieurs pistes. Donc, si tout dépend aussi depuis combien de temps tu as fait ces changements de chaussures et ces changements de semelles. Donc, là aussi, c'est à voir. S'il faut laisser aussi un laps de temps assez important à ton corps pour que se réadapte. Donc, voilà ce que je avais à vous dire aujourd'hui sur les blessures. Est-ce que les blessures sont, on va dire, sont inévitables ou évitables? Donc, tu as une partie de ma réponse là. Et je vais te revenir juste un dernier point sur ce que ça va avoir comme impact, pardon, plutôt. Je suis en train de passer le préparateur, enfin de repasser, passer plutôt un diplôme de préparateur physique. Donc, en plus des autres diplômes, cela va se rajouter dans mes compétences en plus. Cela implique plusieurs points. Je ne prends plus de runner en coaching individuel pendant au moins 6 mois, hein, parce que il faut que je bosse aussi à côté. Les seuls suivis d'athlètes que je m'autorise à prendre encore sont à travers l'Académie des coureurs qui arrive bientôt et la méthode Rubik, notre méthode d'entraînement. De temps en temps, je te parlerai des autres programmes d'entraînement et tu pourras aussi les réserver à ce moment-là. Pour les gear running, même ceux avec du coaching, pour l'instant, c'est open bar. Il n'y a pour l'instant aucune limitation, même si je n'exclus pas de limiter l'accès. Comme pour le pack des indispensables dont je viens de te parler. Et comment je vais faire pour limiter l'accès? Alors, j'ai 2 solutions. Soit je supprime la page du programme en question, soit j'augmente fortement les tarifs. Je n'ai pas encore tranché, je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère que cet audio t'a plu, enfin cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions là-dessus, tu peux le faire bien sûr en les posant en dessous dans les commentaires.
j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, mon run, et bye bye.